Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents nombreux ce soir. Alors, je vais voir. Ta, ta, ta. Ouais, déjà assez nombreux à être connectés. Donc, j'ai déjà vérifié que je puisse partager mon écran, qu'il n'y ait pas de souci. Hop. Alors, normalement, tout le monde doit voir l'écran sans problème. Donc, merci de venir écouter un petit peu une présentation de la médecine chinoise ce soir. Donc, je remercie déjà la sphère de m'avoir proposé ce webinaire. Donc l'idée, ça va être un petit peu de voir ensemble comment une médecine si ancienne, 5000 ans, a un rôle si important à jouer de nos jours, à l'époque moderne, et très très important. Voir un petit peu comment s'approcher, voir un petit peu les grands principes. Donc, donc on va essayer de faire ça en 3 quarts d'heure. On posera, je pense, les questions à la fin. Bah, vous pouvez utiliser le chat pour commencer à prendre les questions. Moi, je regarderai vers la fin avec Gaël quel type de questions il y aura. Je propose que Gaël surveille le chat si jamais il y a des questions intéressantes, parce que moi, je ne le verrai pas en temps réel. Donc, si jamais il y a des questions qu'il m'interrompt comme ça, je pourrais vous répondre. Alors déjà, je vais un peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, on va voir si ça marche. Voilà, donc moi, donc, je suis pharmacien à la base. Donc, je suis venu à la médecine chinoise par les arts martiaux vietnamiens, à tel point que j'avais proposé ma thèse de pharmacie sur la médecine chinoise, et après, je suis allé me former après mon doctorat. J'y suis arrivé par le Qigong, donc, que j'enseigne toujours, et je me suis tourné donc vers la médecine chinoise et surtout la vision taoïste de la médecine chinoise. On en parlera un tout petit peu ce soir. Donc aujourd'hui, je transmets un maximum ce que j'ai reçu au sein du Collège Osfer. Et, euh, et j'essaye en tant que de praticien aussi occidental, en tant que pharmacien, et toujours de faire un lien entre Occident et Orient. J'aime bien essayer de comprendre un petit peu, par exemple, les effets des secondaires des médicaments qui s'expliquent beaucoup mieux par la médecine chinoise, comment accompagner, comment aller ensemble. Donc j'ai toujours eu cette approche-là complémentaire. Normalement, ce sont vraiment deux types de médecine qui sont faits pour marcher l'une à côté de l'autre. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'écris aussi des livres de médecine chinoise, hein. Donc, j'ai coécrit avec Jean-Pierre Guiliani, le directeur de la Sphère, 5 ouvrages consacrés à l'enseignement de la médecine chinoise en particulier. Et de mon côté, j'écris seul aussi des ouvrages sur le taoïsme. Donc là, on va voir un petit peu les histoires. Alors, pour présenter, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien raconter des histoires. Donc, on va commencer par une histoire simple, qui est assez connue en Chine en tout cas. Donc, c'est l'histoire du duc de Rohan et le médecin Bayan Che. Donc, c'est un grand classique et ça permet un peu d'illustrer le principe fondamental de la médecine, qu'il faut agir avant que la maladie ne soit visible, avant qu'elle n'apparaisse. Alors, pour faire simple, il dit que le médecin Bian Che rendit visite au duc Rohan de l'état de Tsai. Après l'avoir observé, il lui dit: Votre maladie est encore superficielle. Si vous ne la traitez pas maintenant, elle va pénétrer plus profondément. Le duc, un peu étonné, lui répondit: Mais je ne suis pas malade. Quelques jours plus tard, Yanchi revient et dit au duc: La maladie a progressé, elle atteint maintenant les chairs. Mais le duc, ne se sentant toujours pas malade, refuse encore de l'écouter.
Quelques jours encore après, le médecin revient et dit au duc, cette fois-ci, la maladie a atteint les organes. Le duc ne se sent toujours pas spécialement malade, commence à s'agacer et renvoie Bianchi. Et lors d'une dernière visite, Bianchi aperçoit le duc et il repart immédiatement sans rien lui dire. Intrigué, le duc envoie un messager pour lui demander pourquoi il est parti. Et Bianchi répond au messager, lorsqu'une maladie est à la surface, on peut la traiter facilement. Lorsqu'elle atteint les chairs, les remèdes peuvent encore agir. Lorsqu'elle atteint les organes, cela devient difficile. Mais lorsqu'elle atteint la moelle, il n'y a plus rien à faire. Quelques jours plus tard, le duc Juan meurt. Donc c'est un petit peu archétypal, mais cette histoire ancienne, ça pose une question qui est assez moderne. C'est devons-nous attendre que le corps s'effondre pour commencer à l'écouter? Mais en fait, la vraie sagesse, c'est de savoir écouter avant que le corps ne crie. Alors, la partie gauche, ça c'est un peu le quotidien de beaucoup de personnes, hein. Donc un stress chronique avec le travail, avec la pression familiale, une fatigue qui commence à s'accumuler avec on arrive le soir, on préfère avoir les écrans. On essaie d'avoir un multi-activité sociale. Le sommeil en devient dégradé, on commence à avoir les émotions déséquilibrées, on a tendance à s'énerver pour rien, avoir des sautes d'humeur, comme on dit. Puis on a un rythme de vie qui nous convienne pas forcément, hein. On travaille le même temps toute l'année, alors on sent qu'on devrait travailler plus en été, moins en hiver, pour accompagner un petit peu le flux des saisons. Et parfois, la maladie finit par s'installer. Et là, on a les interventions à l'occidentale qui sont très lourdes, médicamenteuses, opératoires, etc. Et en fait, l'idée un peu dans la médecine chinoise, donc dans ce qu'on va appeler, au-delà du côté médecine, du côté ce qu'on appelle Yang Shen, l'art de nourrir la vie, mais il va savoir avoir une approche préventive, savoir écouter un petit peu ce que le corps nous dit, les petits signes avant-coureurs. C'est savoir observer, comprendre ce qui se passe. Et pour ça, il y a deux grands axes, hein. Alors, c'est pas les seuls, hein, mais c'est deux qui sont très importants, qu'on va appeler les cinq mouvements et, et les merveilleux vaisseaux. Alors, les cinq mouvements, on va le revoir un petit peu, mais ça va accompagner le rythme des saisons. Ça va être une sorte d'harmonie, une harmonie vibratoire, une harmonie un petit peu musicale. On va y revenir un petit peu. Les merveilleux vaisseaux, c'est quelque chose qui est peu décrit dans les grands classiques. Parce que ça, alors tout simple pas parce que c'était peu utile, hein, parce que sinon il s'appellerait pas merveilleux. Mais c'est quelque chose qui avait, la transmission se faisait plutôt à l'oral de maître à disciple. Donc ça s'écrivait peu. Et en gros, on verra, mais les merveilleux vaisseaux, c'est ce qui permet de transformer tout ce qu'on respire, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, en sang, en énergie pour que le corps puisse l'utiliser. Donc, c'est un peu notre adaptation. Donc, on va y revoir un petit peu là-dessus. Et il faut aussi comprendre qu'il faut être capable d'avoir un rythme de vie aligné, c'est-à-dire vivre selon les saisons et en accord avec soi-même. C'est-à-dire que ne pas aller dans tout ce qui nous contrarie, etc. Et grâce à ça, ça permet d'avoir un équilibre global qui permet d'avoir une meilleure vitalité et une meilleure clarté d'esprit et être un peu plus serein tous les jours. Parce que le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on a la médecine moderne qui est très, très, très performante dans tout ce qui est urgence. Mais la médecine chinoise, elle s'est développée autour d'un autre aspect. Comment reconnaître le déséquilibre avant qu'il ne devienne la maladie? Et pour ça, il faut savoir écouter, observer, comprendre, harmoniser et préserver. En gros,
La bonne santé, c'est la libre circulation de l'énergie dans le corps, sans contrariété. Et c'est rétablir cette harmonie qui est le plus important. Et pour ça, on va commencer à aborder une petite question. C'est la base qu'on va utiliser dans la médecine chinoise, c'est ça qu'on appelle le qi. Donc c'est l'énergie de la vie. Alors, je vais utiliser le qi parce que le problème du chinois, c'est que du moment qu'on le traduit, on le trahit. C'est-à-dire qu'on va le retrouver par souffle, par énergie. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Alors l'idéogramme chi qu'on voit là, alors il est décrit comme un petit peu des céréales qu'on fait cuire dans une casserole et la vapeur secoue un petit peu le couvercle et donne un peu cette énergie de la vie. Et en fait, c'est la force vitale. Alors le chi n'est pas que dans le corps, il est dans l'univers entier, sur la planète, sur le ciel, c'est toute l'énergie qui nous environne. Et c'est ce qui anime, transforme, met en mouvement et relie. Et en fait, il y a plein d'aspects du chi qu'on connaît, qu'on va ressentir tous les jours, mais ça va pas être quelque chose de quantifiable facilement, parce que ça va représenter beaucoup de paramètres ensemble. Même le chi, comme ça, il va être divisé en énergie de défense, en énergie nourricière, en énergie ancestrale, en énergie droite, en énergie perturbée. Il y a plein de choses, mais tout ça, ça reste le chi. Et l'harmonie qu'on va essayer de retrouver dans cette circulation du chi, ça va être une circulation. Si le chi circule de partout, de manière sans être bloqué, sans être perturbé, c'est la santé. S'il arrive quelque part qui se bloque, il va y avoir une douleur qui va apparaître, il va y avoir une stagnation. Il y a des choses qui vont se cumuler derrière et les débuts des maladies vont commencer à apparaître. Le chi, c'est la mise en mouvement. Mais ça relie à la fois tous nos organes ensemble, tous nos tissus ensemble, mais ça nous relie également à notre environnement, au ciel et à la terre. La vision des Chinois nous voit en équilibre entre ciel et terre. On est une sorte d'interface entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Et c'est cette énergie, ce chi, qui va venir circuler. Ça, on va le retrouver beaucoup pour ceux qui connaissent la pratique du Qigong, etc. On va unir justement le chi de la terre au chi du ciel pour harmoniser ça et le faire circuler en nous. Donc c'est vraiment cette qualité-là qui est derrière dans le chi. Alors pour un peu le comprendre un peu plus facilement, voilà, c'est quelque chose qui doit bouger. Ça circule librement. Et quand ça circule bien, on est vraiment en santé, on a une bonne énergie, l'esprit est clair et disponible. Quand il se bloque, il y a des endroits où ça va se bloquer. Toutes les douleurs, d'une manière générale, sont des stagnations et des blocages du chi, de la circulation du chi. Bah, ces douleurs, selon les endroits, bah, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être des ballonnements, ça peut être au niveau mental une irritabilité, c'est-à-dire qu'on prend les choses beaucoup plus mal. Le moral va aller en dents de scie, va être un petit peu en berne. Il peut même s'accumuler et voire même ce qu'on appelle une humidification qui peut se mettre dessus. Alors l'humidité là-dessus, ce que les Chinois appellent les tan, les mucosités. Bah, ça va être un petit peu tout ce qui est collant et visqueux. Bah, ça peut être au niveau du cerveau un brouillard mental, on a du mal à réfléchir, on a du mal à penser. On a au niveau articulaire, ça va être des douleurs et des lourdeurs musculaires. On va retrouver au niveau des tissus cutanés, surtout au niveau des jambes, comme si le tissu absorbait plus l'eau, hein, ce qu'on appelle la rétention d'eau ou quoi que ce soit. Donc on va avoir ça. S'il s'épuise, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir un vide de chi, il n'arrive plus à être nourri suffisamment. Alors il y a plein de raisons, ça va commencer à nous fatiguer, on n'a plus de motivation, on va se fatiguer plus facilement. L'immunité va s'affaiblir parce que moins de chi, bah, c'est moins d'énergie de défense. Donc bah, tout ce qui arrive de l'extérieur va rentrer et ça, on va finir par manquer de ressources, on va tomber plus facilement malade.
À l'inverse, il peut aussi déborder. Il y a des endroits, alors s'il y a un vide quelque part, il peut avoir un plein ailleurs et il va déborder dans certains endroits. Et là, on va plus qu'être irritable, on va passer même à des colères qui vont nous faire du bien pour le lâcher. Mais cette énergie va monter, monter, monter comme un feu et on va ressentir du stress permanent, de la colère. On va avoir tendance à réagir un petit peu vite, à s'énerver très vite, à avoir des mots qui dépassent nos pensées, qui sortent avant même qu'on ait réfléchi, qu'on dit ah j'ai lâché, c'est parti, désolé. Ça peut faire de l'hypertension, on appelle ça le chi qui remonte à contresens s'il déborde. Et là-dessus, ben, ce qu'on va faire, c'est essayer de retourner à l'état originel, là où il circule librement. On va essayer de comprendre ce qui bloque, pourquoi, faire circuler, harmoniser, pour que tout aille bien. Et pour ça, c'est retrouver un petit peu l'équilibre, la stabilité, la clarté de l'esprit, hein, c'est effacer ce brouillard mental, permettre de retrouver un sommeil qui devient un réparateur. Euh, c'est quand on appelle sommeil réparateur, c'est pas le fait de dormir 12 heures, hein, on peut dormir 6 heures et avoir un sommeil réparateur. C'est quand on dort pleinement et on récupère. C'est corps et esprit sont en équilibre, en harmonie entre eux. C'est un peu ce travail de recherche qui est fait. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu comment le chi agit, on a un petit peu divisé sa façon d'apparaître dans le corps. Enfin, quand on dit on, pas moi, hein. Ça s'est fait il y a longtemps. Et comme le chi, comme je dis, il agit à plein de niveaux, respiration, émotion, digestion, sommeil, les pensées, même la posture du corps, hein. C'est qu'on est effondré, affaissé, ou alors qu'on est droit, fier, pour que ce soit. Bah, cette posture, cette vidéité, ça intervient aussi dans notre relation aux autres et au monde. Donc ça agit, il va varier en fonction des saisons, en fonction des émotions qu'on reçoit, en fonction de l'alimentation. C'est sûr que si on est un habitué des junk food, ça va pas être super pour le chi, hein. Notamment l'énergie de la rate, qui va être tout le système digestif, qui va s'encombrer, qui va poser plein de soucis. Ça va être aussi de notre environnement, mais ça, je pense que vous l'avez tous vécu, hein, si vous êtes au milieu d'une ville surchargée de stress et de bouchons, et d'un coup vous partez un petit peu vous faire une promenade en forêt, vous n'avez pas le même ressenti. Et on est vraiment dans le problème de notre époque moderne, c'est que il y a tout qui est fait pour disperser, bloquer le chi. Surcharge mentale. Alors c'est tout, hein, la vie de famille, tout gérer, tous les problèmes, les problèmes de payer le loyer, de faire ci, de faire ça. C'est un stress qui est permanent. Euh, nos joyeux téléphones portables qui ont tendance un peu à nous faire scroller en permanence. Ça occupe notre attention. Ça fait une hyperstimulation en permanence. On a des nuits agitées. On a tout un petit souci qui va se faire. Et pour essayer un petit peu de comprendre où est-ce que ça agit. Alors, les Chinois ont parlé pour mieux le comprendre, cette organisation du qi dans le corps, ils ont décidé d'utiliser des éléments, même des mouvements. Ça va être du bois, du feu, de la terre, du métal et de l'eau. Alors, je vous rassure, techniquement, les Chinois n'ont pas dit qu'on était fait de bois, de feu, de terre, de métal et d'eau. De bois, ça serait problématique, de feu également. Terre, à moins de manger de l'argile et manger de la terre, c'est qu'il y a un souci. Bon, métal, on en a un tout petit peu, par contre, on a beaucoup d'eau. Mais l'idée, ça va être plutôt, comme je vous ai parlé, un petit peu d'harmonie. Là, ces 5 mouvements, ça va être l'équivalent de fréquence. C'est-à-dire que tout ce qui va correspondre, les Chinois ne pouvaient pas mesurer les fréquences comme nous on fait. Donc eux, bah, ils associaient à l'image du bois qui va croître, s'étendre, bah, les visions. Il va faire la vision, les projets. Il va associer ça à l'émotion de la colère. Ça va être les muscles. Le feu, ça va correspondre au cœur. Ça va être rayonné. Ça va être la joie. La terre, ça va être le centre. Ça va ce qui va permettre de nourrir, d'harmoniser. Ça va être le centrage. Mais il va avoir des soucis avec la rumination. Le métal va correspondre au souffle, au poumon.
à la respiration, à ce qui permet d'être capable de trancher et de séparer, mais c'est également la tristesse. L'eau, ça va être la volonté, savoir stocker, se préserver, c'est ce qui est en profondeur, et il va avoir des soucis avec la peur. Et il faut voir ça, ces 5 mouvements, comme de la musique. C'est-à-dire que ces résonances-là vont faire tout ce qui va résonner à une fréquence bois dans le corps va résonner ensemble. Et donc si je vous parle de musique, donc là c'est comme s'il y avait 5 notes, mais normalement vous me diriez, mais la gamme moderne, c'est 7 notes de musique. Donc il devrait y avoir 7 éléments. Mais il faut savoir qu'en Chine, la gamme n'était pas heptatonique comme chez nous, mais elle était pentatonique. Il y avait 5 notes. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont partis sur le chiffre 5. Et accessoirement, en numérologie chinoise, 5 c'est un chiffre qui est très important, c'est le chiffre du centre. C'est ce qui permet d'harmoniser, c'est autour de quoi tout tourne. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont choisi le chiffre 5. C'est ce qui permet d'être centré et d'harmonieux. Ça permet d'avoir la plus belle musicalité pour eux, selon leur instrument. Et ça permet de tout faire vibrer à l'unisson et de faire tout résonner ensemble. C'est pour ça que quand on va utiliser des points qui vont correspondre au bois, on va utiliser des points d'un méridien qui correspond au foie, et qui va avoir qui va pouvoir agir sur la colère, sur la vision, mais aussi sur le fait d'être capable de se projeter dans l'avenir et de faire des projets, etc. Si on veut travailler sur le poumon ou la tristesse, on va s'intéresser au métal. Si on veut un petit peu nourrir la fatigue, etc., on va s'intéresser à l'eau. On a des problèmes digestifs, on va aller regarder du côté de la terre. Et après, tous ces éléments-là s'associent entre eux, résonnent entre eux pour pouvoir être cohérents. Ils ont une relation à la fois donc qu'on appelle d'engendrement et de contrôle. Et ça, c'est une image qui était un petit peu plus connue, le temps que ça passe à la diapo suivante. C'était, voilà, c'est celle-ci. C'est le cycle des 5 mouvements. Donc le bois va engendrer le feu va engendrer la terre, le métal, l'eau, et l'eau, le bois, selon un cycle. Et à l'intérieur de ce cycle, on a l'eau qui va contrôler le feu qui va contrôler le métal qui va contrôler le bois qui va contrôler la terre. Dans cette vision-là, il faut vraiment comprendre que ces 5 modalités du chi de l'énergie, qui vont se résonner en nous et sur lesquelles on va pouvoir agir. C'est important, là, en ce moment, pour les Chinois, on est dans la saison de l'été, c'est important que l'énergie du feu soit bien, soit en forme. C'est une énergie qui est ample, superficielle, qui correspond à la joie. Et si on prend le pouls et qu'au niveau du feu, il est dans les chaussettes ou quoi que ce soit, il n'est pas dans la bonne saison. Il va falloir rééquilibrer ça. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Et comme je vous ai déjà dit, hein, le gros problème de notre époque, c'est que le chi est dispersé. Hein, oui, l'hyperconnexion, on n'arrive plus à fixer notre attention, on est sursollicité, le sommeil n'est plus aussi bon que ce qu'il devrait être. On a la perte du rythme naturel. C'est ben, les paysans de l'époque l'avaient bien compris, hein, ils mangeaient en fonction des saisons, ce qui est tout logique. Et surtout, ben, travailler avec le rythme des saisons. Travailler énormément en été parce que le jour était plus long. Il faisait tout pour avoir les réserves, hein, et arriver ben, au niveau de l'hiver. Il vivait sur les réserves pour se reposer, pour repartir, pour se préparer à nouveau au printemps de recommencer. Nous, on travaille le même rythme toute l'année. On est toujours aux 35 heures par semaine, tout le temps, tout le temps. On travaille autant en hiver qu'en été. Alors qu'on pourrait techniquement travailler moins en hiver pour suivre l'ensoleillement et travailler un peu plus en été pour suivre un petit peu plus logiquement. Il ne faudrait pas travailler avec la même intensité tout le temps. En fait, quand on est dans l'initiation, dans la montée de l'énergie, hein, ça commence avec le bois, hein, c'est la croissance. Donc bois et feu sont des moments où on est à la plus de forme.
Terre, c'est la récolte un peu de tout ce qu'on a engendré, hein. C'est ce qu'on appelle l'intersaison. C'était le temps des récoltes. C'était là, on récoltait le fruit de notre labeur. Et après, progressivement, avec le métal, on arrivait avec l'automne, bah, tout commençait à rentrer à l'intérieur pour se préparer, pour passer un hiver en forme et pour repartir. Et nous, bah, avec le même rythme tout le temps, bah, on arrive à la période où on doit se recentrer en hiver et reprendre de l'énergie. Bah, plutôt que de le faire ça, on continue à travailler, à épuiser cette énergie, ce qui fait que bah, on entame un nouveau cycle de l'année, on n'est pas en forme, ou tout ce qui est pathologie saisonnière, les rhinites allergiques explosent, on est de plus chaque année on est de plus en plus sensible au pollen, etc. Donc l'idée c'est de faire comprendre que cette notion de chi, d'énergie ou de souffle des Chinois, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est vraiment l'appartenance au vivant, c'est l'expérience du vivant, mais en mouvement. C'est vraiment, ça c'est quelque chose, j'insiste à chaque fois que j'enseigne, c'est l'objectif, c'est obtenir l'harmonie, la libre circulation du chi dans le corps, quoi qu'on fasse. Que ça soit pour soi-même, hein, par le travail, un travail énergétique, que ça soit en qigong, en yoga ou autre, hein, même dans la danse. Quand je disais souvent, un des plus beaux qigong pour moi, c'est la danse, le flamenco, les choses comme ça, c'est du qigong. Et tout ce travail harmonieux va faire comprendre cette circulation de l'énergie pour préserver le corps, préserver et faire en sorte qu'on ne tombe plus malade. Ou moins malade, voire quand on tombe malade, ça ne dure pas longtemps parce qu'on a les moyens de repousser. L'autre facteur important pour essayer de comprendre ça, c'est ce qu'on appelle les merveilleux vaisseaux. Alors, c'est une autre spécificité. Comme je vous ai dit, hein, c'est souvent peu détaillé dans les livres classiques de médecine chinoise. Parce que souvent on dit bah, ils ont un point clé, un point maître, qui permet de déverrouiller. Ils ont des relations un petit peu de couple, ils font deux, trois petites choses. Et souvent on passe là, on passe à autre chose, on va s'occuper plus de ce qui est connu, les 5 mouvements, les 12 méridiens, etc. Donc pourtant il dit dans les classiques hein, que ça coordonne tous les méridiens, c'est fait pour stocker et redistribuer l'énergie, le chi. Ça soutient la vitalité. Donc les deux plus connus quand on fait la pratique, c'est le vaisseau conception qui est devant et le vaisseau gouverneur qui est derrière, le Genmai et le Dumai. Ils sont beaucoup utilisés en Qigong dans ce qu'on appelle la petite circulation céleste, qui permet de faire circuler l'énergie dans ces méridiens-là. Donc on dit qu'il y a le vaisseau gouverneur dans le dos, c'est la réserve de l'énergie yang. À l'avant, le vaisseau conception est à la réserve de l'énergie yin. Et, mais souvent, on s'arrête un petit peu là. Donc pourtant, ils font beaucoup plus. Donc ça, c'est la vision assez classique. Hein, la façon de définir ces merveilleux vaisseaux avec la représentation, hein, on dit ils passent par certains points. Alors, il y a les Wei, il y a les Xiao, il y a le Chongmai. Euh, on va se rendre compte qu'il y en a. Le Chongmai, c'est de loin le plus important, alors qu'il est souvent passé un peu sous silence par ailleurs. Le Chongmai, le vaisseau pénétrant, le vaisseau des assauts, il est important parce que c'est lui qui va permettre de prendre tout ce qu'on respire, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit. Il va prendre ce bol, il va être capable de le transmuter. Il y a vraiment une vision alchimique de transmutation derrière. Et ça, il va y transformer en sang et en énergie. Et avec ça, il va pouvoir nourrir nos organes, nos tissus, nos méridiens, nos 5 mouvements. Il a un rôle qui est essentiel, et pourtant il est passé un petit peu sous silence. Et c'est de loin le plus important. Dans l'absolu,
Ils sont associés à ce qu'on appelle des trigrammes. Ce sont des petits, je crois que dans la diapo suivante, j'en montre quelques-uns. Ce sont des petites correspondances yin-yang. Il y a 8 trigrammes qui correspondent à plusieurs éléments. Il y en a deux qui nous intéressent, qui sont plus facilement représentables, hein, le ciel et la terre. Et ils ont un rôle avant la naissance, pendant la grossesse, qu'on appelle le ciel antérieur. Et ils ont un rôle après la naissance, donc dans le ciel qu'on avait appelé postérieur. Et le Chongmai, dans le ciel antérieur, il va être le côté le plus nourricier, le plus synthétique. Il va être la terre, c'est celui qui va tout recevoir pour transmuter. Et dans le ciel postérieur, il va devenir le ciel. C'est celui qui va monter, s'élever pour tout distribuer. Et ça, c'est un rôle de montée et de descente. C'est comme si c'était un ascenseur qui permettait de s'élever et de transmettre l'énergie. Et ça, c'est une vision qu'on a en particulier à la sphère, qui a été transmise par Jacques Pialou, par Jean-Pierre Guiliani et d'autres. Et alors, je passe très très vite sur l'explication de ce schéma, hein, c'est pas le but, mais l'être humain est vu comme une structure à 3 étages. Le premier étage, tout en bas, ça va correspondre à tout ce qui est nos organes et nos tissus qui vont recevoir. Donc, il y a des foyers digestifs, des foyers génito-urinaires, des foyers respiratoires qui permettent de tout recevoir, de tout transmuter. Et ça, ce bol alimentaire qui est fait de pensée, de vue, de vision, de respiration, de nourriture, de boisson, tout ça, ça va être amené et ça va être transféré justement à ce Chongmai. Et ce Chongmai va distribuer ça dans tous les merveilleux vaisseaux. Et comme vous pouvez voir, ils ont un petit rôle aussi non négligeable avec les hormones, hein, parce que ça agit sur les thyroïdes, parathyroïdes, hypophyse, épiphyse, hypothalamus, sur les gonades, les surrénales, le thymus, le pancréas. Ça agit sur beaucoup de choses, hein, le côté merveilleux, et bien d'autres choses. Et en fait, grâce à ce Chongmai, ça va transmuter et ça va transmettre à un troisième étage, où c'est la vision beaucoup plus classique de la médecine chinoise, avec les 12 méridiens, les cinq mouvements. Et c'est grâce à ce Chiang Mai que tout peut être fait. Donc il a un rôle qui est extrêmement important et qui, hélas, un petit peu souvent passé sous silence. Et il y a des façons de le relancer, de travailler dessus, de le nourrir correctement, de travailler, et ce qui permet de tout harmoniser. Et quand ce cycle des merveilleux vaisseaux sont déséquilibrés, ben, on va retrouver encore ce même problème, hein, de fatigue profonde, manque d'énergie, hein, le Chongmei qui n'arrive pas à se relancer, pas à transmettre. On va avoir des instabilités émotionnelles, stress, anxiété, parce que tout ça, c'est un merveilleux vaisseau qui s'appelle le Yin Wei, qui gère toutes les émotions, qui permet de les calmer. La sensation, vous l'avez dû tous la ressentir, parce que le point qui permet de protéger le cerveau du Yin Wei se trouve au niveau de la glotte, le point le plus haut, juste au-dessus. Et quand l'énergie monte trop d'un coup, on a cette sensation là de ah, j'ai du mal à la laver celle-là, là. Petite boule qui reste et qui est un petit peu ben ça, c'est le yin-wei qui est arrivé, qui a tout bloqué pour éviter que le cerveau prenne un peu trop de surtension, par exemple. Donc on va avoir des raideurs, des blocages. Souvent, on a ce qu'on appelle le vaisseau ceinture, qui porte bien son nom, hein, parce qu'il est au niveau de la ceinture, qui va se bloquer. Et alors, bah, il va y avoir un problème de communication entre le haut et le bas. Alors, comment ça va se voir? Ben, par exemple, ça va se sentir au niveau des tissus. On va prendre les tissus au niveau des bras, aucun souci, hein, il n'y a pas de problème. Et on va commencer à toucher au niveau des cuisses et des mollets. Là, on va sentir que les tissus sont gonflés, remplis d'eau, et que ça circule pas. L'eau reste en bas, elle remonte pas. Ça ne circule plus. Le vaisseau ceinture, c'est comme si ben, on avait trop serré la ceinture et ça empêchait la communication entre le haut et le bas. Ça va générer beaucoup de choses entre l'émotionnel et le mental. Alors, heureusement, on sait les régulariser, on sait les harmoniser, on sait travailler avec eux. Et moi, j'aime beaucoup les travailler en Qigong, mais il y a tout ce qui est alimentation et hygiène de vie qui permet de travailler dessus
Et c'est pas une hygiène de vie compliquée, hein, c'est presque de la palissade, hein, c'est manger en fonction des saisons et pas n'importe comment. Après, évidemment, c'est toutes les techniques acupuncturales et autres qui marchent très très bien. La phytothérapie à la chinoise, hein, qui permet de relancer un petit peu tout, toute l'énergie du Chiang Mai. Et après, bah, travailler sur l'émotionnel et le mental, forcément, hein. Et en fait, l'idée, c'est que, comme je dis, c'est cette connexion entre ciel et terre qui va être honorée par les merveilleux vaisseaux. Et ben, renforcer ce travail sur les merveilleux vaisseaux, sur le Chiang Mai, etc., bah, c'est avoir des racines puissantes pour que l'arbre ne soit pas déraciné et résiste plus longtemps. C'est vraiment, moi, pour travailler sur les merveilleux vaisseaux, en visualisation, en méditation, quoi que ce soit, j'utilise l'image d'un saule pleureur avec des racines très profondes. C'est c'est un tronc qui va à l'assaut du ciel et des branches qui redescendent vers la terre. Pour ça que c'est une très belle image, le saule pleureur comme arbre. Alors l'idée, après cette présentation rapidement, c'est comment faire de la prévention simplement dans une époque où tout va très vite. Alors, il y a la solution d'aller se retirer, faire une retraite d'une semaine quelque part. C'est pas à donner à tout le monde, hein, c'est pas le plus simple, mais ça ferait du bien à beaucoup de personnes. Hein, il y a l'art aussi de se promener dans les forêts ou quoi que ce soit, hein, qui permet de calmer. L'art d'apprendre à se déconnecter, hein, de nos téléphones et autres. D'ailleurs, ça marche très bien. Je vous ai tous fait vous connecter ce soir devant vos écrans, hein, donc c'était pas la meilleure idée, mais il fallait bien pouvoir transmettre ça. Donc, réaméliorer son alimentation. Et en fait, bah, c'est pas faire un effort un jour, c'est tous les jours faire un petit effort. Alors, l'idée, c'est pas avoir une vie ascétique. On n'est pas là pour ça non plus, hein. Euh, Comme disent les taoïstes, l'excès de non-excès n'est pas bon à la santé. Il faut savoir aussi avoir de la joie de vivre, etc. Mais il faut pas que l'excès soit permanent. Alors, il y a des techniques simples. On va voir. La plus simple, ça c'était mon maître d'arts martiaux qui me l'avait transmise, et les Chinois font ça tout le temps, c'est commencer le matin avec un verre d'eau chaude, sans rien. Juste un verre d'eau chaude. C'est l'équivalent de l'étirement du corps, mais au niveau organique. Alors ça fait bizarre au début, hein, la première fois qu'on voit un verre d'eau chaude, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après on s'y habitue, bah, ça devient agréable et important. Alors les mamans chinoises ont tendance à faire ça un petit peu à l'excès avec leurs enfants. C'est-à-dire que tu as un rhume, bois un verre d'eau chaude, tu as mal au pouce, bois un verre d'eau chaude, voilà, c'est un peu trop. Mais c'est une habitude à prendre, ce qui permet d'hydrater en profondeur. Juste un petit verre d'eau chaude. Et après, si on veut boire son café, son thé, son quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, un verre d'eau chaude. Ça permet de réveiller. Il faut comprendre aussi que les Chinois voient le système digestif comme quelque chose comme un chaudron, un fourneau qu'il faut maintenir au chaud. Et en fait, ça permet de réveiller un petit peu l'activité du fourneau. Là, on rajoute à la fois de la chaleur et de l'eau dans la casserole en même temps. Donc, ça permet de commencer à lancer un bon travail digestif. On va voir aussi qu'il y a une respiration de Qigong qu'on va faire ensemble juste après, qui est toute simple. C'est respirer entre le cœur et les reins. Le cœur qui va être associé à l'élément du feu, les reins à l'élément de l'eau. Et en fait, ça permet de calmer le stress émotionnel. Parce que souvent, on dit qu'il faut être calme pour pratiquer, calme pour méditer ou quoi que ce soit. Là, c'est un mouvement qui permet de calmer un peu les angoisses, les stress, l'agitation mentale. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça peut être associé à la cohérence cardiaque. Donc, vous avez dû en entendre parler, le fait d'inspirer et d'expirer en même temps. Et les deux ensemble, bah, ça marche encore mieux. Les deux se potentialisent. Donc, on fera un petit exercice de ce Qigong-là avec la cohérence cardiaque. Et après, bah, les conseils diététiques, ils sont simples. Alors, les Chinois détestent le froid, donc il faut manger chaud. Et cuit de préférence, ça permet de soutenir la digestion et le qi.
Mais là, vous allez me dire, mais normalement, les Japonais qui mangent leur sushi, etc., c'est froid. Et pourtant, ils sont super forts, il n'y a pas de souci. Il y a des techniques pour tricher un petit peu pour le chaud. Pour lutter contre le froid, les Japonais mettent du wasabi. L'épice s'échauffe. Donc, il y a des moyens toujours d'utiliser certaines épices qui vont permettre de chauffer artificiellement, si on veut, le froid, qui vont permettre de travailler là-dessus. Donc, bah, si on aime un peu trop nos salades, on va quand même mettre un peu des poivrons, un peu des piments dedans pour un petit peu réchauffer la salade d'une certaine manière. Donc, il y a toujours des solutions quand même. Le plus basique, qui devrait être évident, les aliments naturels et de saison, peu transformés. Ça, c'est manger ce qu'a fait le paysan du coin, tout simplement. Donc éviter l'excès de froid. Oui, les Chinois combattent le froid, hein. Ils commencent avec le verre d'eau chaude, ils n'aiment pas le froid. Donc éviter de boire glacé, de manger cru. Pour les aliments naturels et de saison, les Chinois, ils aiment bien aussi que ça soit extrêmement frais. Ils vont au marché tous les jours. Alors, c'est pas évident dans notre société, mais si on peut se permettre d'aller régulièrement au marché acheter nos légumes le plus frais possible, c'est mieux. Il faut essayer de manger à l'heure régulière, dans le calme et en pleine conscience. Le repas chinois et le repas occidental, ce sont deux choses différentes. Nous, on est habitué au repas d'affaires où on chatte, ou le repas familial, on parle, on parle, on parle, on parle. Chinois-japonais, c'est dans le silence. Et une fois qu'on a mangé, on discute. Hein, si vous voulez faire un repas d'affaires avec des Chinois, c'est une très mauvaise idée de commencer à faire ça pour aborder un repas, parce que vous allez passer pour quelqu'un de très mal poli. Et il faut mastiquer lentement, parce que la digestion commence dans la bouche. Il est dit qu'il faut mâcher ce que l'on boit et boire ce que l'on mange. C'est-à-dire qu'il faut mâcher suffisamment la nourriture pour qu'elle devienne quasiment liquide, et il faut réchauffer le liquide dans la bouche pour commencer à l'avaler pour pas que ça soit trop froid. Et après, ben, c'est en fonction de sa constitution, il y a des aliments qui vont nous aller plus ou moins. On a tendance à avoir la rate un petit peu dilatée, le système digestif, on a un peu tendance à s'élargir. Tout ce qui est sucré, on va éviter. C'est un peu dans la palette celle-là. Donc pour revenir, on va faire ce petit exercice là, de Qigong ensemble. Euh, alors c'est là où j'ai dit les taoïstes. C'est-à-dire qu'on va faire une inversion entre le cœur et le rein. Donc on va essayer de faire monter de l'eau, descendre du feu. Mais les taoïstes ont la culture du paradoxe. C'est-à-dire qu'on va faire monter une flamme d'eau et descendre une cascade de feu. Donc c'est un petit peu ce paradoxe-là. Alors si tout va bien, qu'il n'y a aucun souci, on inspire, on expire par le nez, il n'y a pas de problème. Si on sent que la journée est un petit peu énervante ou quoi que ce soit, on inspire par le nez et par la bouche, on va faire le son ah. Mais pas ah comme ça, c'est souffler, expirer. Et en fait, ce son qui est issu du Qigong, hein, bien sûr, du Qigong des cinq sons taoïstes, qui se retrouvent aussi dans les 12 méridiens de Reikena, qui permet de clarifier la chaleur du cœur. Ça permet de le libérer. Donc, bah, je fais une petite vidéo, ce sera plus simple, comme ça on va faire l'exercice ensemble. Donc, vous asseyez sur votre chaise tranquillement, dos bien droit. Alors, j'espère que ça va passer, parce que j'ai pas une super connexion Internet là, visiblement. Hop, et on va voir si la vidéo passe. Et on va faire ce petit exercice ensemble. Alors, on va sur le mouvement de la courbe. On élève les mains en faisant monter une flamme d'eau. Et on fait descendre une cascade de feu tranquillement.
Si jamais il y a du mal avec la vidéo, je transmettrai à Gaël, hein, histoire qu'il vous passe pour le replay et que vous ayez la vidéo tranquillement. Donc c'est élever les mains jusqu'au cœur et les faire descendre jusqu'au rein. Donc normalement, quand vous faites cet exercice-là, vous m'entendez toujours? Ça circule à travers vous. Oui, mais C'est peut-être que ce qu'on tu pourrais appelle, c'est couper. une des modalités de l'énergie la plus subtile qui se... Ouais, c'est bon. Donc cette prévention, c'est la pression là. Vous m'entendez mieux là, c'est bon? Et là, c'est mieux. J'ai Ça une... capte mal depuis l'espace. Ouais. Non, mais de temps en temps, j'ai la connexion Internet qui est pas super ici. Donc des fois, ça bug un peu. Ouais, donc pour vous dire, la prévention, c'est vraiment au quotidien. Moi, je dis, hein, c'est un peu de la palissade, hein, c'est dormir suffisamment et essayer d'avoir des heures régulières. Et si possible, avoir un réveil naturel. C'est-à-dire dormir, c'est souvent des multiples d'une heure et demie. Et souvent, on est bien qu'on se réveille naturellement avant l'heure. Et il faut éviter de essayer de faire traîner le réveil encore 5 minutes. Et là, on se réveille, on est éclaté. C'est savoir faire circuler, hein, bouger avec douceur, hein, c'est la fameuse lutte contre la sédentarité, hein, même quand on est assis au travail, faire en sorte de pouvoir se lever régulièrement pour bouger. Avoir une respiration consciente, cultiver son calme intérieur, être à l'écoute de son corps, ça c'est pas évident, et pas attendre que le corps crie. Après, l'intérêt, c'est pourquoi je vous invite à vous former à la médecine chinoise et en plus à la sphère. Alors, c'est pas que pour devenir praticien, parce que tout le monde n'en a pas envie, hein, mais c'est d'abord pour vous. C'est avoir une autre vision, un autre aspect et un chemin de transformation. Et l'énorme chance que nous avons à la sphère, c'est d'avoir justement un héritage de traditions transmises par voie orale et qui viennent de loin, donc notamment sur les merveilleux vaisseaux, sur les 5 éléments, qui ont les 5 mouvements, qui ont une vision un petit peu particulière. On essaie de transmettre ça avec humanité et surtout une grande passion. On est plusieurs, on est beaucoup d'enseignants dedans.
On essaie vraiment dans la bienveillance et tout est intégré. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour soi. Mieux comprendre son corps, ses émotions, son énergie. Pourquoi comprendre? Putain, je me suis énervé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait vibrer ma corde émotionnelle? Essayer de retrouver une harmonie à l'intérieur, c'est développer sa présence. Mais après, si on veut aussi devenir thérapeute ou quoi, bah, ça permet d'accompagner avec justesse. Hein, comme je dis, moi je travaille avec vraiment les deux types de médecine en permanence et les deux sont au même niveau sans aucun problème. Ça permet de prévenir, de soutenir. Et il y a une transmission d'outils qui sont vraiment fabuleux. Et ça permet vraiment de devenir plus passif. Comme hélas, je le vois souvent par mes patients dans la pharmacie, où ils sont totalement amorphes, ils savent pas ce qu'ils ont, mais on va prendre ce médicament, et point barre. Aucune idée de aucun travail sur soi ou quoi que ce soit. Il faut vraiment devenir actif dans sa santé, essayer de comprendre, d'harmoniser pourquoi j'ai eu ça. Et c'est la fameuse question chinoise qu'on appelle le ma, le pourquoi. Pourquoi il y a eu ça? Le questionnement tout permanent. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment pour devenir des êtres pleinement vivants, conscients, compétents et surtout capables d'honorer la vie dans toute la richesse. C'est vraiment savoir grandir intérieurement pour affiner sa perception, cultiver son équilibre intérieur et savoir transmettre, même que ce soit une énergie ou une connaissance. Et ça, c'est quelque chose de très important à mon sens. Moi, j'y suis rentré par curiosité intellectuelle. Je voulais juste parfaire un petit peu ce que j'avais fait dans mon doctorat. Et j'ai découvert un monde qui me passionne et qui va me passionner jusqu'à très longtemps. J'espère que ce sera votre cas. Merci de m'avoir écouté.